Ravi d'être ici parmi vous. Et je vais passer 15 minutes à vraiment faire le point sur le Hainaut, vous dire pourquoi c'est si important. Et en rouge, j'ai dit qu'effectivement, j'ai reçu des royalties sur les ventes de Hainaut. Les brevets ont expiré aux États-Unis, tandis qu'en Europe, ils font des bébés. Donc, il y a encore des royalties à venir. Alors, je viens de Mass General, comme vous le savez. On connaît bien cet endroit et en tant que lieu de respiration, d'aspiration. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance justement de la respiration et de l'aspiration de certains médicaments. Et ce matin, je l'ai dit, j'ai passé 1 an à Paris avec cet homme. C'était vraiment mon mentor à de nombreux égards. C'était un homme fantastique dans la réa française. Malheureusement, il est décédé 1 an après mon départ d'une pathologie coronarienne. Et voici François Lemaire aussi, 2 personnes très importantes qui m'ont aidé à aller de l'avant et à lancer mon premier essai clinique ici. Alors voilà à quoi ressemblait, en tout cas en 1975, une machine ECMO, si vous étiez posé la question. Nous avons construit tout à partir de rien. Vous voyez les petits ressorts, une jeune femme en bypass véno-artériel. Alors, c'était vraiment mes tout débuts dans les défaillances respiratoires, m'occuper de gens dans des situations terribles. 50% de chance, c'était le minimum pour que je m'en occupe. Et là, c'était la fille d'un chanteur folk du Tennessee, très connu, qui a eu des pathologies pulmonaires très graves, avec un bypass qui a duré 1 mois. Mais j'avais commencé plus tôt encore, puisque j'avais travaillé au NIH avec Ted Colombo, une expérience sur les moutons. Moi, je m'intéressais aux moutons et lui, il s'intéressait aux poumons à membrane. Et vous voyez là, un mouton dans un placenta artificiel. Et donc, c'est avec une catétérisation ombilicale que j'ai commencé avec 10 bébés prématurés qui ont eu des saignements, des hémorragies cérébrales. Et ça a été vraiment mes tout débuts sur le plan de l'ECMO. Et on en arrive à 1980, et voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Voilà le poumon à membrane, le petit bébé, on a retiré le sang, on l'a pompé et on l'a renvoyé vers le bébé. Les pédiatriciens détestent effectivement l'ECMO parce qu'ils ont toujours en tête ces hémorragies cérébrales. Ces bébés, ces enfants sont très délicats et c'est vrai que l'ECMO c'est une invention brillante. Moi j'ai passé des années à y travailler, mais on s'était toujours dit que ce serait mieux si on pouvait faire les choses de façon plus simple, plus rapide, en dilatant la circulation pulmonaire. Et donc j'ai passé un certain nombre d'années à opérer des transfusions chez des adultes et certains enfants souffrant de SDRA avec différents vasodilatateurs pour voir si je pouvais dilater leur circulation pulmonaire. Et puis voilà, on voulait m'inciter à déménager à Los Angeles. Quelqu'un qui a reçu le prix Nobel par la suite, tu as peut-être dû le suivre, et il m'avait dit, puisque effectivement le Hainaut avait été découvert vers 77 comme molécule avec une synthèse 3 de l'oxyde nitrique, eh bien peut-être que des cellules pulmonaires endothéliales et qui ont subi des lésions, ou peut-être que le message en fait n'avait pas été formé au moment de la naissance et que peut-être qu'on pourrait en fait compléter cette molécule naturelle de l'extérieur. Donc voilà, on complétait ainsi une molécule naturelle avec cette ventilation. Et il y a une réaction si rapide avec l'hémoglobine du fait de la réaction de déoxygénation de l'oxyde nitrique, et bien cela, il s'éteint lui-même presque automatiquement et en formant du nitrate, enfin qui ressort dans l'urine, mais cela ne dilate pas le système vasculaire. Et pourtant, on en rêvait, on a vraiment tout essayé et rien ne semblait fonctionner. On s'est demandé si une attaque respiratoire fonctionnerait. Et en bref, eh bien, ça a été là le premier bébé en 1990, janvier.
Jay Roberts et moi-même. Et vous voyez pourquoi on n'aurait pas utilisé un vasodilatateur systémique. Parce que ici, vous voyez, la pression et le PA2 étaient de l'ordre de 3,5. Donc, si on avait abaissé la tension et qu'on avait essayé le prescaline pour dilater la circulation chez les enfants, alors effectivement, on a écrit des papiers fantastiques, mais on a tué beaucoup de bébés ce faisant. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose qui pourrait effectivement rentrer dans le flux d'azote en abaissant la FiO en 0,9 et vous voyez qu'ainsi on n'a pas modifié la tension artérielle mais on a modifié la PaO2 du bébé. Alors, on n'a pas ce type de muscle lisse chez la plupart des adultes, donc la vasodilatation qu'on voit avec le NO eh bien, ne va pas être aussi marquée que ce qu'on voit chez les enfants. Chez les enfants, on a une réponse fantastique parce qu'il y a ces petites créatures vasospasmiques parce qu'elles sont restées à l'intérieur de leur mère pendant 9 mois et n'ont pas eu à utiliser leurs poumons. Donc, il y avait vraiment une vasoconstriction vraiment bien serrée. Et une fois que vous naissez et puis que vous prenez votre première inspiration, eh bien, il faut dilater la circulation pulmonaire avec le NO. Le message n'est probablement pas là. Chez la souris, ça intervient un jour avant la naissance de la souris. En tout cas, c'est très proche du temps de la naissance, l'expression de la synthèse de NO. Mais on ne sait pas chez les humains puisqu'on n'a pas le droit d'étudier ces choses-là. Et chaque fois que je fais cette présentation, quelqu'un vient me voir et me dit, eh bien Warren, vous avez sauvé mon bébé et il m'envoie une photo de leur bébé. Alors voilà, ça c'est le jeune homme qu'on voit à gauche. Et vous voyez, à la naissance, il est hypoxique, il est bleu. Et en 2013, forcément, si vous êtes ainsi bleu à la naissance et que vous ne recevez pas de NO, eh bien, vous devriez vraiment poursuivre en justice le docteur parce que ça a été prouvé. C'est une thérapie appropriée, un traitement approprié. Donc ça, c'est vraiment mon point de départ. Et par ailleurs, je ne connais pas qui que ce soit qui ait eu des lésions du fait d'une aspiration de NO et ça fait quand même 35 ans que je suis tout ce qui se passe dans ce domaine. Et personne n'a subi de lésions parce qu'ils ont respiré du NO. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qu'on utilise qui auraient ce résultat. Oui, on peut en donner trop, on peut brûler le poumon, etc. Mais si on n'est pas stupide, on ne fera pas ce genre de choses. Je ne vais pas vous montrer le film pour gagner du temps. Et donc, nous avons aussi commencé à travailler sur les adultes avec Faulkner et d'autres, car nous avions en tête le fait qu'un gaz en dilatant les surfaces donc, du poumon encore ventilé réduirait la pression pulmonaire, ne changerait pas le SVR, mais réduirait le shunt et accroîtrait le PaO2, parce que ça prendrait du sang veineux dans la portion ventilée du poumon et ça réduirait le shunt. Contrairement à tous les vasodilatateurs intraveineux qu'on utilise et qu'on administre, et bon nombre de ceux qu'on inhale deviennent ainsi, donc faites attention. Et Conrad et bien d'autres à Berlin ont fait un excellent travail et il faut bien accepter le fait que si on administre les adultes en situation de SDRA du NO, ça va réduire leur PA, leur pression PA et dans certains cas une légère augmentation du PaO2. Bon, ça c'est vrai, personne ne remet cela en question. Donc il y a effectivement ce médicament de sauvetage avec quelqu'un qui a un shunt de 50%. Vous allez utiliser, si vous êtes sain d'esprit, cette solution. Alors je vais vous donner 10 raisons d'utiliser le NO. Tout d'abord, pour soulager l'hypoxie, ça c'est très simple. Deuxièmement, pour améliorer la correspondance vécue. Lorsque le décubitus ventral n'est ni faisable, par exemple, quelqu'un qui a plusieurs fractures, si vous essayez de les faire rouler sur le ventre, ça n'est pas très intelligent. Ou lorsqu'en cas d'arrêt cardiaque, ça n'est pas forcément une très bonne idée non plus.
Donc, lorsque ça n'est pas faisable et lorsque ça ne fonctionne pas, tout simplement, ça permet de réduire l'hypertension pulmonaire. Alors, si on est perméable, s'il y a une pression élevée, il y aura des fuites de plasma dans le poumon et ça va encore empirer les choses. En cas d'insuffisance cardiaque droite, et certains ont toujours dit qu'on utilise une transfusion VV et il n'y a jamais d'insuffisance cardiaque droite, eh bien non, moi je n'y crois pas. Je crois qu'effectivement, on peut avoir une hypertension pulmonaire et alors, on n'utilise pas beaucoup de cathéters Swan-Ganz aujourd'hui, mais on utilise l'écho et on regarde et on sait quand est-ce qu'il faut une transfusion VV ou VA. Il faut donc réfléchir à ce qu'on a dit dans les rapports de jury parce que ça n'était pas forcément bien conçu. Ça peut éviter donc une insuffisance cardiaque droite et ça a vraiment un excellent profil de sécurité. Le meilleur, je dirais. On aura beaucoup de mal à citer un autre médicament qui existe depuis plus de 23 et qui n'a pas d'effet secondaire très négatif. Alors, il y a ça de légers effets anti-inflammatoires chez les personnes qui souffrent de grippe, qui sont allées en Chine, qui ont eu certaines formes de grippe. Bon, je crois que on le voit au maximum dans le poumon. Il y a des centaines de papiers qui le montrent chez les animaux. Par ailleurs, ceux d'entre vous qui le savaient, alors moi je n'ai pas vu de présentation ici, mais aux États-Unis on parle beaucoup de la question de savoir pourquoi les globules rouges conservés sont mauvais pour vous. Et, ce qu'a écrit Barren il y a 1 ou 2 mois de cela, vous allez comprendre pourquoi dans nos laboratoires nous pensons que vraiment ça n'est pas bon du tout. Et pourquoi au NIH on pense que les transfusions de sang c'est vraiment terrible pour le SDRA. Vraiment terrible. Vous pouvez voir l'article de Nathan, c'est vraiment clair. Ça ne fait aucun doute. Et par le passé, on avait des transfusions constamment en cas de SDRA. Je pense que ça a beaucoup nuit à nos patients. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque je n'ai que 15 minutes, mais il faut le savoir. Alors, la titration est facile, on peut en rajouter, le diminuer, pas de problème. Si ça marche à 80, on peut passer à 40. Si ça marche à 40, on peut passer à 20. Vous pouvez demander à vos amis pédiatres, ils savent vraiment comment l'utiliser, ils l'utilisent bien, ils le font constamment. Donc oui, c'est facile aussi pour le transport. Vous avez ici transporter quelqu'un avec ECMO, c'est vraiment pas facile, ça n'est pas drôle. Il y a la canule, il y a le cathéter qu'il faut enlever du tube, etc. Moi, je l'ai fait, donc je sais. Donc, c'est beaucoup plus facile, effectivement, d'utiliser un gaz quand on transporte quelqu'un. Lorsqu'il faut faire un CT scan rapidement et qu'on ne pourra pas vraiment les surveiller de près pendant qu'on les bouge. Donc, les CT scans, passer d'un hôpital à l'autre pour l'ECMO, et en fait, c'est beaucoup mieux avec le décubitus ventral dans tous ces cas. Et enfin, dans mon laboratoire, on s'est intéressé aussi à la question du nitrate, des molécules qui sont des enzymes qui opèrent une rupture du nitrate, de l'hémoglobine, etc. Mais donc il y a des molécules qui ainsi dégagent du NO à la périphérie. Donc ce sont les superoxydes. On l'utilise par exemple dans un essai contre le paludisme en Ouganda. Donc on regarde les effets anti-inflammatoires extra-pulmonaires. Et par exemple aussi, on est en train de terminer un essai donc en Europe. Donc il y a vraiment beaucoup de choses tout à fait magiques que permet le NO à la périphérie qu'on ne comprend pas complètement. Alors les enfants, oui, c'est différent. Quand vous pensiez du SDRA, n'en parlez pas avec vos amis pédiatres parce qu'ils ne vous croiront pas. Les enfants avec le SDRA, eh bien c'est très différent. Il y a une circulation spasmique
beaucoup plus importante. On a beaucoup plus de papiers qui portent sur la survie en tant que résultat qu'on n'avait pas trouvé avec le ECMO il y a 15 ans de cela, avant que l'on n'en sache plus sur la ventilation à faible volume courant. Ici, ça c'est simplement pour un enfant. Donc, là encore, comme je le disais, on utilise le SPO2 pour les enfants. Ça, c'est la réaction pour voir les effets. On pense que ça réduit les barotraumatismes. On déteste les prostaglandines inhalées parce que ça peut produire une baisse de la pression systémique. Et trouver la bonne dose, eh bien, c'est vraiment difficile par rapport à l'inhalation de NO. Et par ailleurs, le virus respiratoire syncytial, la grippe, alors là, on s'intéresse aux propriétés anti-inflammatoires du NO. Voilà, j'espère que j'ai tenu les délais. Merci. Ravi d'être ici parmi vous. Et je vais passer 15 minutes à vraiment faire le point sur le NO, vous dire pourquoi c'est si important. Et en rouge, j'ai dit qu'effectivement, j'ai reçu des royalties sur les ventes de NO. Les brevets ont expiré aux États-Unis, tandis qu'en Europe, ils font des bébés. Donc, il y a encore des royalties à venir. Alors, je viens